Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à l'émission Porte-parole. Toucher, inspirer, partager la démarche personnelle et intime de notre invité, découvrir le sens de sa vie et du but de son existence à travers son rôle de porte-parole, c'est ça, l'émission Porte-parole. Le grand Viktor Frankl disait « L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. » Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie, à chaque jour et à chaque heure. Marina Orsini, merci d'être là. Hey, moi, je suis assez contente d'être là, mon beau Jean-Marie d'amour. Là. Écoute, c'est un honneur et un privilège. Écoute, je commence déjà l'émission avec un peu d'émotion parce que tu es notre première invitée. Je trouve qu'il y a un beau sens à tout ça. Papa est décédé, mon père, Jean Lapointe, pour ceux qui ne le connaissent pas, est décédé, ça fait quelques semaines, que tu as connu, que tu as beaucoup aimé, et mon Dieu qui t'aimait. Et hier, quand j'étais en train de préparer l'émission, j'ai flashé, hey, ça prend un thème musical. Et là, j'ai pris des tunes que j'avais déjà remixées de mon père, et c'est ce qu'il joue. Ça, c'est une de ses chansons qui s'appelle La Scène, et ça commence par la guitare, et c'est un clin d'œil que je voulais faire aussi à mon père. Et il est ici, là. Ici, là, en ce moment. Il est avec nous, il est avec toi, il est avec nous. Puis, je trouve que c'est... tu regarderas ça, la chanson La Scène. Je t'enverrai les paroles. C'est tellement beau. C'est sur la vie. Et moi, j'ai pris les bandes originales des chansons de mon père. Puis je les ai remixées. Puis je me suis dit, ça va être ça le thème. Alors, merci d'être notre première invitée. On commence, on brise la glace avec toi. Ça me fait vraiment plaisir. Puis, honnêtement... Je vais inviter beaucoup de mes amis dans cette série-là d'émissions, d'entrevues. Il y a des gens qui peuvent nous voir parce qu'on a une captation visuelle, mais on va pouvoir nous entendre aussi. On envoie la main, merci. Puis, je trouve ça tellement beau de commencer avec toi parce que si je te dis le rôle de porte-parole, c'est quoi ça pour toi, être porte-parole? Ben pour moi, ça part toujours... Moi, je suis quelqu'un qui aime le monde. J'aime les êtres humains, j'aime les gens. Je suis de celles qui croient qu'on a tous un rôle à jouer dans la vie des autres. Même ceux qu'on connaît pas, évidemment, dans notre famille, nos amis, notre entourage, mais clairement, dans la vie de ceux qu'on ne connaît pas. Puis je pense... Tu sais, j'ai eu une émission à Radio-Canada le matin qui portait mon nom. Une émission de service où à tous les jours, on faisait 90 minutes de service, de toutes sortes de sujets. Puis je finissais toujours l'émission en disant « N'oubliez pas de sourire à quelqu'un aujourd'hui. Ouais. » Et je trouve que ça, c'est une belle image. Je pense que ne serait-ce qu'un sourire offert à quelqu'un peut changer la vie de quelqu'un. On ne sait jamais ce que l'autre personne, qu'on connaît pas, là, on va croiser à l'épicerie, chez le nettoyeur, n'importe où, on sait pas ce que cette personne-là vit. Ce qu'elle vit en ce moment, au moment où on la croise dans le cadrage d'une porte, tu sais. Puis je sais pas, c'est quelque chose qui m'habite tout le temps, ça. Puis je me dis on peut tous faire la différence dans la vie de quelqu'un. D'où ça vient, ou ça vient de mon cœur, tout ça, ça vient aussi de comment j'ai été élevée. Moi, mes parents ont toujours été là, ont toujours voulu donner la main à ceux qui en avaient besoin dans leur vie, sous toutes sortes de formes, tu sais. Fait que j'ai aussi grandi dans un terreau comme ça, également. Mais je t'ai vu à l'œuvre, on a eu la chance d'aller luncher ensemble tantôt et la façon que tu te comportes avec moi, avec les techniciens, avec les gens quand on est arrivé ici, les gens dans le resto, t'es humaine, t'es sensible, t'es attentive, tu les regardes dans les yeux, c'est ça aussi. Et ça, tu l'incarnes pas juste quand la caméra ou quand le micro est ouvert, c'est toi ça. Donc ça aussi, tu dirais que ça fait partie de ton éducation, de tes valeurs? Oui, aussi. Puis j'agis avec les gens comme j'ai envie qu'on agisse avec moi aussi. Je vais traiter les gens comme j'ai envie qu'on me traite moi. Oui, j'ai une facilité à être avec les gens, c'est pas forçant pour moi. J'ai grandi dans le public avec mes parents qui ont eu des commerces, mais bon, hein, ça c'est toutes sortes d'à côté de la vie, mais ouais, ça part d'un amour profond de l'autre. L'autre m'intéresse, l'autre m'interpelle. Ça fait partie de ma vie. Je peux pas être autrement que ça, je pense. Et c'est quoi le lien entre ma question,
C'est quoi ça, être porte-parole et ce que tu viens de me donner comme belle réponse? Être porte-parole, ça le dit, hein, c'est porter une parole, donc sensibiliser les gens à quelque chose, être conscient que on a une plateforme, on va attirer l'attention sur nous parce que je suis une fille qui fait de la TV, aussi simple que ça. Mais ça a une grande portée et ça peut influencer des choses. Donc, c'est de se servir de cette attention-là qu'on nous porte pour aussi donner quelque chose en échange. Quand j'ai commencé à être, parce que moi, j'étais porte-parole pendant 25 ans de Tel Jeune, la Fondation Tel Jeune. Par la suite, j'ai passé le flambeau à Sarah-Jeanne Labrosse, mais entre-temps, je suis devenue porte-parole de la ligne parents, qui fait partie de la Fondation Tel Jeune. J'étais rendue trop vieille pour parler aux jeunes, peut-être, dans les écoles, parce que je l'ai fait beaucoup, mais je me suis dit, je suis une mère, je suis un parent, moi, fait que je sais c'est quoi être une maman, fait que j'ai voulu m'impliquer au niveau des parents. Mais avant de devenir porte-parole de Tel Jeune, j'avais commencé à être invitée dans les écoles, les polyvalentes, pour parler des choix de métier, là, tu sais. C'est quoi être un acteur, c'est quoi apprendre des textes, c'est quoi ce métier-là. Donc, démystifier le métier dans lequel j'étais. Puis, j'aimais vraiment ça, aller parler aux jeunes. J'avais comme une connexion naturelle. Je sais pas, là, j'avais vraiment une connexion naturelle. C'était vraiment authentique, le lien qu'on avait ensemble. Et c'est par la suite qu'on m'a approché pour être porte-parole, pour lancer, en fait, ce service-là de Tel Jeune qui n'existait pas. Et j'ai dit oui parce que comme j'y allais déjà dans les écoles et que j'aimais ça, je me suis dit, ben là, je vais arriver avec quelque chose. Je vais leur laisser quelque chose. Oui, je vais avoir un échange avec eux, mais en plus, c'est comme une carte de visite. Je vais leur laisser un objet qui peut être précieux pour eux, tu comprends? Fait que c'était de leur laisser les coordonnées de Tel Jeune puis de leur parler de ce service-là qui était là pour eux. Avant même que le service existe, tu le faisais déjà. Un petit peu, j'avais commencé à le faire. Ouais. Mais en même temps, combien de personnes font de la télé, mais ne deviennent pas porte-parole? Ouais. Pourquoi toi, tu l'es devenu? Pourquoi on est venu vers toi? Ben, je ne sais pas. Moi, je pense que c'était aussi dans le cadre des Filles de Caleb. C'est ça aussi qui a créé cet engouement-là pour moi, je dirais, de cette cause-là. J'étais une maîtresse d'école dans cette histoire-là. J'étais proche de mes élèves dans cette histoire-là, le personnage d'Émilie. Fait qu'eux, ils ont vu comme une espèce de lien naturel que déjà, bon, les Filles de Caleb étaient très, très, très populaires à cette époque-là. Et ils m'ont invité donc à faire le lancement, mais très rapidement, ils m'ont demandé si je voulais être leur porte-parole. Et j'ai été là pendant 25 ans. Mais tu aurais pu refuser. Pourquoi t'as accepté? Parce que pour moi, c'était naturel, c'était nécessaire. Je trouve que je suis un outil. On peut se servir de moi pour des choses. Parce que, justement, j'attire l'attention, parce que j'ai des plateformes où je peux m'exprimer, où je peux parler, puis je me dis, ben c'est bien le fun de parler de moi. Je vais m'en servir aussi pour autre chose qui va être plus constructif, qui va aider les gens, aider l'autre. On a besoin de ça. Tu sais, je pense à ces milliers, des millions de bénévoles. Dieu merci pour les bénévoles. Ceux qui donnent là, de leur temps, de leur bienveillance, de leur tendresse, de leur amour, de leur énergie, de leur temps. Il n'y a rien de plus précieux que le temps. Une chance parce que tous les services qui existent dans notre société n'existeraient pas en grande partie si les bénévoles n'étaient pas là. Et tu portes leur parole aussi à ces gens-là, à toute cette équipe-là. En plus, je pense qu'ultimement, être porte-parole, c'est d'avoir besoin de donner aux autres. On sert à ça. Puis là, oui, moi, je suis une fille de la télé, mais peu importe, on a tous, qu'on soit connus ou pas, on a tous à donner. C'est pas juste ceux qui sont connus qui devraient donner, puis la plupart de ceux qui donnent ne sont pas connus. C'est l'entraide, c'est aider les autres, donner la main à notre prochain, tu sais. Et comme tu as dit tantôt en ouverture d'émission, offrir un sourire, c'est déjà c'est la clé, c'est la toute première clé qui permet d'ouvrir le cœur de l'autre. Oui, tu sais, je le sais, toi aussi, t'es proche des itinérants, des gens de la rue, moi aussi, très. Je les connais beaucoup à Montréal. Je leur donne souvent, mais souvent, je leur donne pas. Parce qu'à un moment donné, j'ai donné un 2 là, un 5 là, un 4 là. Par contre, je vais leur donner mon attention. Le 3/4 du temps, j'ouvre mes fenêtres. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens? Hey, Marina, comment ça va? Je t'ai vu il n'y a pas longtemps. Puis, ne serait-ce que de donner une attention à quelqu'un, c'est de reconnaître qu'il existe, qu'il est quelqu'un, qu'il est un humain. Juste ça, c'est énorme. C'est ce que je dis souvent dans ce temps-là, c'est qu'une petite différence vaut mieux que l'indifférence. Complètement. Et Dieu, mon Dieu, que les gens souffrent de cette indifférence-là beaucoup. Tu parles des gens en situation d'itinérance, mais combien de gens
seul, là, du monde seul qui souffre, tu sais. C'est pas juste de, on ne donnera pas toujours notre argent. Non, non, non. L'argent, c'est une chose. Ouais. Moi, souvent, je leur achète de la bouffe, je leur donne à manger. Je leur donne même pas de l'argent. Je rentre dans une épicerie, je vais acheter des fruits, un sandwich, une bouteille d'eau. Ils sont tellement contents. Mais ne serait-ce que de dire « Hey, comment tu vas? J'ai rien aujourd'hui, je peux rien te donner. Ouais. C'est pas grave, salut! » Puis ils sont contents de te voir parce que tu reconnais qu'ils existent. Et si tu te permets même de leur demander leur nom, là, Oui. tu viens d'aller un peu plus loin dans le lien. Tellement. Parce que tu reconnais que c'est Marc, c'est Michel, c'est Daniel, c'est Julie, peu importe. Tu crées un lien et on existe par nos liens. Absolument. C'est tellement précieux. Tu as nommé tel jeune, tu as nommé la ligne parent. Ouais. Mais écoute, la liste est longue. Hein? La guignolée des médias, Salon des métiers d'art. Tu as même reçu... T'as été quoi? J'adore mon resto. Oui, toute la campagne sur les restaurants pendant la pandémie. Oui, on avait une campagne, j'adore mon resto. Tu as fait ça. Oui. Puis évidemment, c'est l'ensemble de l'œuvre, j'ai l'impression, de ta carrière à la télé comme animatrice, comme comédienne. Mais tu sais, tu as reçu l'Ordre national, tu es chevalière, puis tu as aussi reçu membre de l'Ordre du Canada. C'est un tout, hein? On a reconnu tout de toi pour recevoir ces prix-là. Quand tu reçois toute cette attention-là, tu le vis comment? Ça me fait toujours chaud au cœur, mais en même temps, sincèrement, je suis très touchée d'avoir reçu l'Ordre du Canada, je suis très touchée d'avoir reçu l'Ordre national, mais j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Moi, je reçois déjà beaucoup, même 1000 fois plus que ça, en faisant ce que je fais ou en partageant de mon temps, de ma disponibilité pour des causes. C'est dans ça, c'est en donnant. Je veux dire, gars, je suis assis devant quelqu'un qui est tellement... Y a-tu quelqu'un qui va t'interviewer, toi, dans cette série-là? Ben, tu es en train de le faire. Ah, OK, parce que toi, là, Dieu seul sait que c'est ta mission de vie depuis tellement longtemps d'être là pour les autres. Tu sais, ça, il n'y a pas de trophée qui peut égaler ça. On est riche de ça. Tellement. On se sent tellement bien dans notre cœur de donner. Donner, là, ça fait du bien. Ça donne un sens à notre vie. Tu comprends? Et les gens ne le savent pas tant qu'ils ne l'ont pas fait. Parce que souvent, on est pris dans notre histoire, on a des enfants, on a des responsabilités, Absolument. on vit des stress. Et souvent, la réponse, « Ah, excuse-moi, j'ai pas le temps. » C'est correct. Mais quand tu l'essayes, juste pour le plaisir, des fois par la bande, tu l'as pas vu venir, mais on t'a demandé, viendrais-tu servir des repas avec moi, donner une ressource, mais viens, on va aller au Chaînon, viens, on va aller voir la mission Bon Accueil. Et là, tu y vas, puis là, tu dis, tabarnak, j'ai pogné de quoi, là? Ah, il a fallu qu'on t'initie à quelque chose pour que là, maintenant, tu trouves du temps. Donc, du temps, t'en as, j'en ai, t'es occupé, mais tu trouves le temps de t'impliquer comme porte-parole, comme bénévole. Mais ils disent toujours, hein, c'est les gens les plus occupés qui ont le plus de temps. Oui, parce qu'ils sont disciplinés puis ils sont encadrés dans une espèce de discipline. Mais toi, quand même, tu trouves le temps parce que tu reçois quelque chose, c'est sûr. Alors, j'aimerais ça que tu me donnes des exemples de qu'est-ce que ça enrichit en toi dans ta vie d'être porte-parole. Moi, je trouve que ça t'enrichit comme être humain. Ça te rend fier de toi, de penser à l'autre. C'est un baume sur ta vie. T'as de la peine, puis Dieu seul sait qu'on en vit tous, puis on a tous vécu de la peine, mais d'aller faire une différence dans la vie de différentes personnes. Écoute, tu me parlais du Chaînon. Moi, je suis très proche du Chaînon depuis très, très, très longtemps. Et dans le temps des fêtes, effectivement, on est allé... mon fils et moi, en fait. Oh, wow. On est allé dîner le 25 décembre avec les femmes au Chaînon et mon fils a fait un spectacle pour les femmes du Chaînon. Il a fait quoi? Il a chanté. Mon fils, c'est un auteur, compositeur, interprète qui fait beaucoup de covers. Là. C'est un crooner aussi, un côté très crooner. Il fait du Elvis, il fait du Elton John, il fait du Bublé, il fait du Sinatra. Il a une voix extraordinaire. Là. Je vante mon fils qui a un talent exceptionnel. Et qui s'appelle Thomas. Et j'ai dit, Thomas, cette année, ça te tente-tu? Tu viens avec moi au Chaînon, puis tu pourras aller chanter pour les femmes. Donc, qui sont en situation soit d'itinérance. Hein, on accueille les femmes au Chaînon qui soit des problèmes de toxicomanie, de violence conjugale. C'est très vaste là, ce qu'on pauvreté. Fait. Exactement. Écoute, les femmes ont tellement pleuré, Jean-Marie, quand Thomas a commencé son spectacle. On a même réussi à les lever debout pour danser. On a dansé ensemble le temps qu'ils chantaient. Ils ont dit à Thomas, c'est un des plus beaux Noëls de notre vie. Ça fait à peu près 20 ans qu'on n'a pas vécu une joie comme ça. Et donc, lui, par sa voix, avec son talent, chose qu'il aime le plus au monde, c'est chanter, il a rendu du monde heureux. Il a fait une différence dans cette journée-là, dans cette période-là de l'année qui est un temps difficile, le temps des fêtes,
beaucoup de gens, surtout ceux qui sont en difficulté ou en détresse, peu importe à quel niveau. Et là, ils ont dit, tu reviendrais-tu l'année prochaine à Noël? Puis il a dit, ben c'est sûr que oui. Fait que tout ça pour dire aussi, c'est qu'il faut aussi instruire ça, inculquer ça à nos enfants. Oui, c'est de donner du temps, mais c'est de te sensibiliser au fait que l'autre existe. Il y a d'autres mondes autour de toi dans la société qui a peut-être pas les mêmes privilèges que toi, qui vit une période difficile, peu importe ton niveau de vie, ton rang social, on s'en fout. Là. On oublie toutes ces affaires-là. On est d'abord tous des humains qui avons besoin des autres humains. Pourquoi tu penses que les femmes au Chaînon ont pleuré d'entendre Thomas? Ben, je pense que pour elle, premièrement, les chansons, ça a touché... Tu sais, Noël, en plus, on est dans un état de nostalgie et de grande sensibilité. Je pense que les chansons de Noël, parce qu'il y en a, ça nous ramène à notre enfance, à notre passé. Puis après ça, ben, les autres chansons qu'il a chantées, je pense qu'on connaît tous des tunes d'Elton John, on connaît tous des tunes de Sinatra, soit que nos parents écoutaient ou qu'on a écouté avec eux dans notre vie. Tu sais, la musique, là, c'est un lien immense dans la vie de chaque individu. Il y a toujours une tune qui nous fait penser à telle étape de notre vie. Un lien émotif. Exactement. Et donc, ils ont vécu ça. Puis je pense que de voir ce jeune homme-là de 20 ans, avec ce talent extraordinaire-là, c'est comme si j'avais l'impression aussi qu'il y avait comme un vent d'espoir. Ouais. Ça amenait un vent d'espoir, de joie aussi, de joie. La joie. La joie, c'est quelque chose de tellement nécessaire à la vie humaine, sentir de la joie. Ah oui. Tu sais... Mais le trip d'une maman d'aller faire du bénévolat avec son fils, parce que toi, t'en fais déjà. Là, tu inities Thomas, mais tu sais, de voir l'impact de ton fils, de ta présence auprès d'elle. Touchée, là. Ouais, j'ai pleuré, moi aussi. Ah ouais. Je le regardais, puis j'étais heureuse pour lui parce que il a trouvé sa voie aussi dans la vie, le VOIE, là, pas juste VOIX, mais VOIE. Et j'étais fière de voir ce talent exceptionnel-là apporter autant de bonheur à des gens tout court, mais dans ce contexte-là, à des gens qui en avaient tant besoin. C'était comme les réconforter, c'était comme les bercer, c'était comme les prendre dans nos bras, en fait, de partager ça. Puis ils oublieront jamais ça, là. Et mon fils non plus, oubliera jamais l'impact qu'il a eu sur ces gens-là. Comment il l'a métabolisé? Qu'est-ce qu'il a retenu de toute cette expérience-là? Parce qu'à un moment donné, quand il sort du Chaînon, il est avec toi, il a dû te parler? Il a adoré ça. Il a adoré ça. Il a été très touché de voir les femmes aussi touchées. Ça l'a bouleversé même, de voir la réaction des femmes qui pleuraient pendant telle chanson. Ça l'a beaucoup, beaucoup touché. Puis je pense qu'il a vécu un grand sentiment de fierté, de joie, lui aussi, d'avoir pris ce temps-là. On est arrivé là à 11h le matin, on est reparti vers 3h de l'après-midi. Tout le monde était content. Je pense à Sylvie Bourbonnière, la directrice générale là, qui s'occupe du Chaînon, qui l'a vu arriver avec ses bandes, puis tout ça, puis tout s'installer. C'était magique, c'était Noël. On savait qu'on allait apporter de la joie à ces femmes-là. Tu sais. On a tous un rôle à jouer dans ça. On peut tous faire ça. On peut tous faire ça. Tous ceux qui nous écoutent, tous les humains, on peut tous faire ça. Selon nos capacités, nos talents. Ben oui. Nos voix. Oui, aller servir, aller faire à manger, aller faire de la vaisselle, aller porter des vêtements. On peut tous jouer un rôle là-dedans, c'est clair. Et la journée qu'on commence à bénévoler, c'est comme s'il y avait un nouveau départ dans notre vie, puis que là, on ne peut plus arrêter. Non, puis on veut plus. Puis on veut propager la bonne nouvelle aussi. On veut que ça contamine les autres, tu sais. J'ai nommé beaucoup de causes avec lesquelles tu es impliqué depuis longtemps, mais les autres causes qui te touchent, pas parce qu'elles sont en recrutement, je te pose la question, est-ce qu'il y a des causes qui touchent personnellement, toi, au moment où on se parle en 2023? Ben, tu sais, j'essaie de contribuer beaucoup à l'hôpital juif de Montréal. Ma mère a été traitée là pendant presque 5 ans. Ma mère a reçu des soins et de la bienveillance exceptionnelle à l'hôpital juif de Montréal. On a été là pendant 4 ans et demi, fait que je les connais, les corridors, je connais tous les départements, j'ai connu tellement d'infirmières, de bénévoles là aussi. Fait qu'il y a des causes comme ça qui, bon, le Chaînon, je l'ai nommé. Oui, moi, je suis marraine et j'appuie plein de causes. Je suis porte-parole d'une seule cause, c'est la Fondation Tel Jeune que je porte dans ma vie depuis 30 ans, mais j'aide plein de causes parce que ce soit de faire des paniers de Noël dans le quartier où j'habite, il y a plein de façons de s'impliquer. Au-delà de ton rôle à la Guignolée, là,
Ça n'a rien à voir. Oui, là. non, ça n'a rien à voir. J'ai souvent fait ça dans ma vie, comme beaucoup de gens qui nous écoutent, faire des paniers de Noël, aller porter des denrées, ça nous fait penser, vous, dans le cadre de la guignolée. Ouais. Mais tu sais, dans chaque quartier, dans beaucoup d'endroits autour où on habite, souvent, là, les églises, c'est un lieu assez direct. Là. L'église connaît toutes les familles dans les besoins, dans le besoin. Ouais. Donc, tu vas à ton église là, de ton quartier, puis ils vont te dire, oui, il y a 4, 5, 6 familles qui sont dans le besoin, puis... Donc, il y a plein de façons ne serait-ce que d'ouvrir cette lumière-là, là, tu te rends compte qu'il y a une mer de causes, de besoins, où on peut aller donner de notre temps. Tu sais, souvent, on vient de prendre notre retraite, on ne sait pas trop quoi faire. Allez donner de votre temps. Tu sais, il y a des gens qui vont aller faire de la lecture, les gens âgés qui ne peuvent plus lire. Tu peux aller leur lire la presse, là. Ici, Oui, c'est ce qu'on fait. exact. C'est ce qu'on fait ici, à Vues et Voix aussi. Ouais. Il y a tellement de façons de donner. Puis c'est de trouver ce qui va te convenir à toi. Là. On a différentes façons. Il y a des choses qui nous interpellent plus que d'autres. Il y a des choses avec lesquelles on se sent plus à l'aise. C'est de trouver ça, mais il y en a des affaires à trouver et à découvrir. Là. C'est fou. Qu'est-ce que tu essaies d'apporter avec toi dans tes implications? Quelles sont les valeurs qui t'habitent, que tu veux déposer? Tu as parlé tantôt du sourire, mais si on regarde plus dans l'intimité de Marina Orsini, qu'est-ce qu'elle veut déposer dans les causes qu'elle épouse? De la bonté, de l'amour, de la bienveillance. C'est rassurant. C'est rassurant d'avoir quelqu'un qui passe dans ta vie ou dans une journée dans l'année ou une semaine, peu importe, où tu sens que people care. Mm-hmm. Hein? On est des humains, on vit des expériences humaines. C'est qui disait qu'on est des êtres spirituels qui vivons des expériences humaines? Mm-hmm. Hein? C'est ça la vie aussi. Hein? Ben, moi, je me dis, il n'y a rien comme une tape sur l'épaule, il n'y a rien comme quelqu'un qui nous prend dans leurs bras, il n'y a rien pour nous rassurer. C'est de rassurer les autres. Moi, je pense que j'ai un rôle à jouer dans ça. On en a tous un, je le dis depuis le début, mais ouais, c'est ça de la bienveillance. C'est de dire à l'autre, regarde, je te vois, je te sens, je t'entends. Puis je veux juste te dire que ça va être correct. Ça va être correct. Puis il y a du monde qui sont là pour prendre soin de toi. T'es pas seul. C'est de briser la solitude, le silence aussi. Hein? Tu sais, Marina, quand tu débarques quelque part, les gens te reconnaissent, les gens ont déjà un sourire, des gens parfois sont intimidés, sont impressionnés. Comment tu les mets à l'aise pour que tu les fasses sentir au même niveau que toi? Parce que je me mets au même niveau qu'eux, dans le sens où on est au même niveau. On est des êtres humains. OK, mais concrètement, tu le fais. As-tu développé des petits trucs pour... Ben, moi, je suis très physique. La pandémie, moi, j'ai trouvé ça très difficile. Je pouvais pas prendre personne dans mes bras. Moi, je suis une toucheuse. J'aime le toucher. Toucher, y a-t-il quelque chose de plus extraordinaire que de toucher avec tes mains quelqu'un? De prendre la main, les yeux, le regard, la voix, les yeux, ça dit tellement de choses. Ben, c'est ça que je fais, moi. Puis j'aime rassurer les gens. Tu sais, si je pense à mon métier de comédienne, t'arrives sur un plateau de tournage, bon, t'as le rôle principal, puis il y a d'autres jeunes comédiens qui arrivent, qui ont jamais fait ça ou qui sont assez novices. Ben moi, je me plais à aller vers eux. Ça me fait plaisir. C'est nécessaire de faire ça. Parce qu'on a un lien à créer aussi, puis il faut que ce soit authentique et le plus sincère possible. Puis je le sais, c'est quoi d'arriver quelque part, puis que tu connais personne, puis que t'as jamais fait ça, puis t'as jamais vu ça, puis tu te sens un peu perdu, t'es vulnérable, t'es fragile, donc c'est de rassurer les gens. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi. Et je te l'ai dit tantôt au restaurant, puis je l'ai dit au public, tu l'as fait avec moi quand je suis arrivé dans l'équipe de Lancer Compte. Tu m'as raconté ça. Écoute, je suis tout jeune, je suis un flot, j'ai 22 ans, je suis à peine plus vieux que toi, mais je commence dans le métier, puis là, je viens de décrocher un rôle de Bob White, et il y a Éric Oziel qui va être mon chum dans Lancer Compte, mon partner. Tu disais que c'était la 3e saison, c'est ça? Oui, exactement. Puis tu sais, il y avait toi, il y avait Éric, puis vous aviez réussi à me mettre à l'aise, et j'avais tout de suite senti que, oh mon Dieu, je peux faire partie de cette gang-là. Tu avais réussi à me mettre à l'aise. Donc, je l'ai vu, je l'ai ressenti, mais je le vois dans la façon que tu le fais. Mais juste dans la façon que tu viens de le décrire, par le toucher, par le regard, on peut faire sentir l'autre égal à soi. Ben, tu sais, écoute, je pense à voix haute, là, mais tu sais d'où ça vient aussi, ça, je pense. Oui, ça vient de ma famille. Nous autres, on est une famille comme ça, mais... Moi, quand j'ai commencé dans le métier, là, c'est Jean-Claude Laure qui m'a donné ma première chance, moi, dans le métier avec la série Lancer Compte. Ça a été mon premier rôle.
Ben moi, Jean-Claude Lard, il m'a accueilli comme ça dans ce métier-là. Ah ouais. Puis le métier m'a accueilli comme ça aussi quand je suis arrivée. J'ai tout de suite senti que j'avais ma place. On m'a jamais fait sentir que j'arrivais d'où, de l'extérieur, j'avais pas fait d'école, j'avais pas d'expérience. Personne m'a fait sentir comme ça. J'ai eu cette grande chance-là, moi, quand j'ai commencé dans le métier. Et un jour aussi, parallèlement à ça, sans nommer de nom parce que c'est pas nécessaire, mais je me suis retrouvée sur un plateau de tournage avec une très grande actrice. Une actrice très connue, du moins. OK. Et qui m'a fait sentir comme une moins que rien. J'étais assez nouvelle là, dans le métier. J'avais pas 10 ans de métier, là. Ça faisait 2-3 ans que je travaillais dans ce métier-là. Et j'avais des scènes à tourner avec cette comédienne-là qui était quand même pas mal plus âgée que moi et qui a été, mais tellement nulle avec moi, qui a tellement eu pas d'élan de générosité. Elle savait très bien que je devais être extrêmement impressionnée de me trouver devant elle parce que c'est quelqu'un là, qui travaillait internationalement. C'est sûr qu'elle devait sentir, elle devait savoir ça. Elle savait bien que j'avais pas 25 ans de métier et elle a eu zéro générosité envers moi. Et je me suis sentie tellement seule toute cette journée-là dans laquelle j'ai tourné. Quand j'ai eu fini ma journée, le réalisateur est venu s'excuser en son nom à elle parce qu'elle était déjà partie du plateau. Je suis embarquée dans mon auto et j'ai braillé ma vie jusqu'au bureau de mon agent. Et je lui ai dit que si c'était ça, ce métier-là, je voulais plus le faire. Parce que j'avais trouvé ça tellement épouvantable. Et autant que ça a été épouvantable, autant ça m'a donné la plus grande leçon de ma vie, en fait. Quoi ne pas faire à quelqu'un qui commence dans notre métier. Si on parle de notre métier, là, mais quoi ne pas faire? Et ça a été une très grande... Je pense que j'aurais pas été autrement que ce que je suis, mais je me suis toujours rappelé de ça. Que quand je vais me retrouver sur un plateau qui est comme le mien au départ, parce que, mettons, j'ai un rôle principal, ben je vais m'assurer que ceux qui sont là ou qui viennent d'arriver ou qui commencent vont sentir que, gars, ça va bien aller. OK? Wow! Je te jure, je pense, j'avais même pas pensé à ça, mais ça aussi, ça a été une grande leçon. Donc, c'est d'apprendre aussi de ce qui nous a rendus tristes ou ce qui nous a blessés, nous, de s'en servir pour pas répéter ça, tu sais. Ce que j'aime de l'entrevue, ce que j'aime de la radio, c'est l'intimité dans laquelle on peut plonger. C'est merveilleux. De ne pas avoir peur d'un petit silence, de laisser penser l'autre, de chercher ses mots. Et j'avais plein d'autres questions sur le rôle du porte-parole, mais on va prendre une petite pause, une petite transition musicale, parce que là, on va changer de registre. J'ai avec moi un petit chapeau. Ah, OK, Il y a plein de questions là-dedans. OK, on fait ça en rafale, là? Ouais. On connaît pas les questions, là. Je te laisse respirer, je laisse notre auditoire respirer. D'accord. Puis on se revoit tout de suite après. Alors, Marina, es-tu prête? On fouille dans le tuc? Ouais, ben, c'est une tuque. Si le chapeau te fait, oui, tu le mets, mais en fait, ça. c'est comme une capuche. En fait, c'est une belle publicité. C'est pour le défi 28 jours OK. de la Fondation, la Maison Jean-Lapointe. Et ma soeur m'a donné ça, Anne-Élisabeth. Puis là, j'ai mis plein de petites questions. OK. Je les ai toutes découpées. On va dans l'intimité. Ça ne sera pas D'accord. nécessairement léger, mais je sais qu'avec toi, OK. on peut aller là. OK. Mais c'est toi qui vas Je piger pige. une question à la fois. D'accord. Puis je veux que tu la lises au micro. OK. Alors, la voici. Si tu avais la possibilité de passer une journée de ta vie en compagnie d'une personne fictive ou fictive, ce serait qui? N'importe qui sur la planète. N'importe qui. Mais tu sais, une personne fictive ou fictif, ça peut être un super-héros, ça peut être, comme je te donne un exemple, un héros de bande dessinée, un héros de roman, ça peut être, tantôt tu as incarné Émilie dans Aux filles de Caleb. Peu importe, pige dans ta tête
Une personne fictive, un héros, peu importe, ça serait qui? Ben moi, c'est pas des personnages de films ou de bandes dessinées. Non, je dirais un homme avec qui j'aimerais passer une journée, c'est l'abbé Pierre. Ah! Ouais. Je trouve que l'abbé Pierre, là, c'est un homme qui est extrêmement inspirant. J'ai une superbe carte de vœux que j'ai eue d'une amie, Brigitte. Et sur la carte, c'est sa photo à lui. Puis c'est une phrase qu'il a dit, c'est « L'amitié, c'est ce qui vient au cœur quand on fait ensemble des choses difficiles. » Et je l'ai sur un de mes murs à la maison. Et c'est une phrase que je lis souvent. Et je trouve que c'est un homme qui a eu un parcours. C'est un moine, hein? Oui. Un prêtre, un moine français. C'est un monsieur de la France. Oui, puis c'était le père des SDF, des sans domicile fixe, des personnes de la rue. Exactement. Qui est décédé, bon, ça doit faire quand même une dizaine d'années maintenant, mais ça fait pas si longtemps que ça. Qui a été super actif. C'est des gens comme ça, je pense. Mais si tu me disais, là, si tu pouvais ramener quelqu'un, ça serait ma mère. Ma mère est décédée, ça fait 10 ans. Puis je sais pas, il me semble que je passerais une journée avec elle pour faire une espèce de mise à jour de la vie. Oh. Puis je me dis, elle m'observe depuis 10 ans, je sais pas ce qu'elle me dirait aujourd'hui, tu sais. Qu'est-ce que tu aimerais qu'elle te dise? Ben, je pense qu'elle serait rassurante parce qu'elle l'a toujours été, mais... As-tu besoin d'être rassuré? Non. J'aurais juste besoin d'échanger avec elle parce qu'on a tellement été proches toute notre vie. Et là, depuis 10 ans, elle est partie, puis on dirait qu'elle manque à ma vie, tu sais. Elle manque à ma vie. On a toujours été très, très présentes l'une et l'autre dans chacune de nos vies. Ça, si je pouvais, ça serait sur ma liste, mon top 3 là, de rêves à réaliser. Mais de personnages ou de personnes influentes, là, ouais, définitivement l'abbé Pierre. Je pense que c'est un homme que j'aurais bien, bien aimé. Mais dans les questions qui te restent à piger, il y a... Je suis en train de rouler ta Pas question, grave. toi tu vas la garder. Hein? Oui, parce que j'ai d'autres invités. Ça va servir. Puis j'ai pas beaucoup de papier à imprimer chez nous. Non, Une mais... autre? Oui, puis honnêtement, ça se peut que ta mère revienne sur le sujet. Sérieux? Selon les questions, parce que selon les portes que tu viens de m'ouvrir, là. OK. Mais je veux qu'on s'amuse là-dedans. As-tu des regrets? Si oui, quels sont-ils? Eh boy, hein? C'est de direct raide. Sais-tu quoi? Quoi? Je n'ai aucun regret dans ma vie. C'est drôle parce que j'ai eu cette discussion-là avec mon fils il n'y a pas longtemps dans l'auto. Wow. Puis on parlait de la vie, puis je dis, Thomas, dans la vie, il faut pas que tu aies des regrets. Le moins possible. Et sincèrement, je ne ferais rien différemment de ma vie. Je ferais rien de différent dans ma vie. Je trouve que j'ai une vie extraordinaire. Je trouve que la vie m'a amené sur des routes inimaginables, des routes uniques, des rencontres exceptionnelles. Même dans les épreuves, je changerais rien parce que c'est ce qui fait que je suis qui je suis puis ce que je suis devenu comme être humain aussi dans ma vie. Mais non, les regrets, c'est pas pour moi. Je suis pas quelqu'un qui vit dans le passé. OK. Je suis pas quelqu'un de très nostalgique. J'aime me rappeler. Mais, puis surtout aujourd'hui, je viens d'avoir 56 ans, puis je suis plus dans célébrer la vie que j'ai, célébrer le bon de ma vie, sans oublier le passé, les blessures. On a tous des blessures, on a tous une histoire à raconter, c'est ce que je me dis tout le temps. Des blessures d'enfance, évidemment. Mais je suis à une étape de ma vie où j'ai envie de célébrer ma vie. Puis d'où je viens, puis où je suis, puis où j'ai envie d'aller plus. Les gens peuvent peut-être se poser la question, où trouves-tu cette sagesse pour répondre comme ça? Je sais pas. Non? Je pense que... Moi, je suis de celle qui a toujours cru que j'avais des anges qui me protégeaient dans ma vie. Je crois à ça beaucoup, moi. Je pense que j'ai des forces, des énergies qui m'entourent, qui me protègent. Puis je suis quelqu'un qui... ça va peut-être sembler un peu ésotérique, mon affaire, mais de faire les choses avec notre cœur. Ça a toujours été ma phrase guide dans ma vie. Puis ça a toujours été aussi, dès que j'ai peur de quelque chose, mettons un nouveau projet, une nouvelle affaire, je me dis, gars, je peux pas me tromper, vas-y avec ton cœur. Tu peux pas te tromper quand tu y vas avec ton cœur. Tu comprends? Parce que ça défait toute arme, ça désarme tout le monde aussi. Peu importe tu te retrouves devant qui, je pense que quand on approche la vie avec amour et quand on approche l'autre avec de l'amour, de la bienveillance, ça désarme tout. C'est drôle parce que c'est comme si c'est ton cœur qui ramenait ta tête. Ta tête va avoir un doute, ta tête va te faire vivre une peur, puis après ça, ton cœur, il te ramène. Non, va pas là. Reste dans le cœur. Complètement. C'est drôle, hein? C'est ça mon guide. C'est ça ta boussole, c'est ça qui guide ta vie, hein? Oui.
Puis Encore? tu parlais de... Oh, mais tu parlais d'ange. Est-ce que tu considères ta mère comme une forme d'ange oui, maintenant? Ben c'est sûr. J'ai Ouais. sa photo dans mon auto. Je lui parle souvent. Puis elle manifeste sa présence de différentes façons. Ouais. Es-tu capable de me donner un exemple d'une manifestation? Ben, je me souviens quand elle est décédée, moi j'ai une maison en Astrie, puis ça faisait peut-être quelques jours, qu'elle était décédée. Puis je suis partie avec mon petit véhicule électrique, puis j'y ai demandé de se manifester. Carrément. Okay. J'ai dit, Maman, j'aimerais ça que tu me donnes un signe, tu sais. Et quand j'ai tourné le coin sur mon terrain, il y avait un magnifique chevreuil devant moi qui s'est arrêté, mais littéralement, là, comme une statue, qui s'est tourné la tête comme ça, puis qui me regardait. Et on s'est regardé, là, c'est comme si ça avait semblé une éternité. Là, ça a peut-être duré 4 secondes. Mais on s'est comme vraiment arrêté, on s'est regardé dans les yeux, puis il était pas loin, là, il était peut-être à 20 pieds de moi. Fait que moi, je l'ai pris ça comme une manifestation de ma mère qui était là puis qui venait me saluer, tu sais. Moi, c'est pour ça aussi que ma maison, la campagne, la nature, c'est un lieu où je suis vraiment en communion avec la vie quand je me retrouve dans la nature puis qui est nécessaire à mon bien-être. Quelle belle réponse. T'es généreuse de nous partager ça. C'est toi qui fais ça. C'est de ta faute. Un petit peu de ta mère puis de mon père. Oui. Ah, sûrement. Ils sont tous là, le gars. Le studio, il est pas grand. Hein? Il y a assez de monde ici, là, ça n'a pas de bon sens. Toutes catégories confondues, ton plus grand accomplissement. Sais-tu quoi? C'est mon fils. C'est de voir mon fils qui se réalise. Thomas a été un enfant qui n'aimait pas l'école. Le parcours scolaire à l'enfance a été pas facile. Il y a eu des moments extrêmement difficiles, extrêmement confrontants. Et quand la musique est arrivée dans sa vie, c'est comme si tout s'était allumé dans sa vie. C'est libéré. Ah, tellement. Et là, il a trouvé sa voix, c'est sa vie, sa musique. Cet enfant-là se réveille en chantant et se couche en chantant. Wow. Il a une voix extraordinaire, il a un talent, il a des choses à dire, il écrit bien, il est en train de préparer son premier album. Oh, wow. Donc, il se réalise. Et ça, quand je regarde notre parcours, d'où on est parti et d'où on est rendu aujourd'hui alors qu'il y a 20 ans, et ça continue, c'est pas quelque chose qui est fini, hein? Ça va continuer à évoluer, je l'espère. C'est mon plus grand accomplissement. En tant qu'actrice, là, je dirais c'est mon plus grand rôle. Ça a toujours été mon plus grand rôle, c'est celui de maman. Tu m'amènes une question, c'est un commentaire. Gilles Pelletier, le comédien Oui. que j'avais déjà reçu en entrevue, il m'avait dit, Jean-Marie, c'est pas toi qui choisis le métier, c'est le métier qui te choisit. Est-ce que tu dirais, comme pour Thomas et pour toi, il y a un petit peu de ça? Que la voix l'a choisi lui, Oui. que le métier t'a choisi toi. Je pense aussi, et il faut jamais oublier de continuer à penser que c'est nous qui choisissons. On a un rôle important à jouer dans notre vie, de choisir, de se choisir Oui. et de choisir. Je pense aussi maintenant, en tout cas après toutes ces années-là, je continue mon métier continue de me choisir, mais je continue de le choisir aussi. Et ça, c'est super important parce qu'on a tendance à penser, en tout cas peut-être plus dans notre milieu, hein, on dit toujours on est donc chanceux, on est privilégié, on fait de la TV, on tourne des films, on joue des rôles, on chante des chansons, on monte des shows. Il y a toute cette espèce d'image de glamour puis de rêve autour de ça. C'est un métier qui est exigeant, c'est un métier qui peut ne pas être facile, il faut avoir la foi, puis il faut continuer, nous aussi, de le choisir, ce métier-là. C'est pas toujours éternellement le métier qui nous choisit. On a aussi à choisir. Puis, il faut se donner ce privilège-là de continuer à vouloir le choisir aussi. Puis, moi, la plus belle chose que je trouve, c'est d'avoir été capable au fil du temps de diversifier mes activités. Oui, je suis d'abord une actrice, mais je suis aussi une animatrice. Et ça m'a apporté autant de joie que de jouer, c'est d'animer. Fait que d'avoir ce privilège-là, là, d'avoir différentes cordes, là, je trouve que ça, c'est le plus beau cadeau. Et ta voix... Si tu savais le nombre de fois que je l'ai entendu, parce que les éditions Coffre à gants, des livres audio, là... Oui, j'en ai fait beaucoup. Ben, je le sais. Moi, je t'ai entendu. Puis la première fois que je t'ai entendu avec un accent français international, je dis, c'est pas Marina. Parce que Marina, c'est one of the boys. Elle nous parle. Mais t'es capable d'avoir une voix, mais tellement... En français normatif qu'on appelle. Là. Ben oui. Notre métier nous appelle à faire ça aussi. Mais tu l'as appris où, ça? Je l'ai appris en le faisant. En le faisant? Oui. Ah, wow. C'est la meilleure façon d'apprendre, je pense. Hein. J'ai aussi eu cette chance-là. C'est que mon métier, je l'ai appris sur le tas, comme on dit, en le faisant. Je trouve que c'est une des plus belles façons d'apprendre dans la vie, c'est en le faisant, en faisant les choses, en se mettant les deux mains dedans, là, tu sais, puis en découvrant tout ce que c'est, tout ce que ça peut apporter. J'ai beaucoup appris, moi, en observant dans mon métier.
Ouais. C'est un bel enseignement à offrir à son fils parce que Serge Postigo, qui est le papa, Ouais. lui aussi est un artiste. Donc, vous avez aussi offert à Thomas d'apprendre sur le tas. Puis vas-y, lance-toi. Oui, c'est Vas-y, sûr. fais-le. Absolument, mais fais-le. Puis c'est un couteau à deux tranchants parce que les gens pensent très souvent que parce que c'est notre fils, ben oui, bon, là, on sait bien, puis on sait... Non, c'est 100 fois pire pour lui et 100 fois plus exigeant. Il se met de la pression, Ben, c'est tellement, sûr. parce que les gens vont toujours le ramener au fait que ses parents, c'est un tel, une telle, puis lui, il doit se démarquer, puis on le Ah pousse à se démarquer par lui-même. C'est super important, tu sais. Mais à 20 ans, il a trouvé sa voie Complètement. dans tous les sens du mot. Et ça, il est riche de ça, C'est une bénédiction. de l'avoir trouvé jeune. Oui, c'est un miracle et on est tellement heureux de ça, là. T'as C'est pas ça. idée. Comme Et lui parent, aussi. là. Ouais. Une autre question. OK. Go. Au paradis, mettons, qui existe, là, qui t'attend et qui tu as hâte de, et qui as-tu hâte de retrouver au paradis et pourquoi? Ben, mon Dieu, mes parents. C'est sûr. Mes amis, je pense à Jean Baudin, le réalisateur, Jean-Claude Lard, ton père, tu sais, des gens que j'ai croisés dans ma vie qui m'ont marqué le cœur, que j'aime, que j'ai aimé. Oui, je pense qu'il va y avoir un méchant party là-haut, là, un jour. Là. Pas Mais de suite, par exemple. Non, on n'est pas pressé, hein, Non, mais vraiment si pas. tu imagines toute cette belle tablée, tu as nommé de tes richesse. parents. Ouais. Nomme-les tes parents. C'est quoi leur nom? Verna, Bernard, Hermelindo, c'est mon Hermelindo. père. Tu as nommé Jean Baudin, Ouais, Jean-Claude Lard, Jean-Claude Lard. mon père. Ouais. Tu as nommé plein de gens. Qu'est-ce que tu vois? Mettons, tu vois toutes ces personnes-là autour d'une table, puis sont là. Qu'est-ce que tu vois? De la joie. Mhm. Ouais, je vois des yeux pétillants, je vois des sourires, je vois beaucoup d'émotions et le bonheur de se retrouver. Ouais. Ouais, c'est immense, ça, là. C'est immense comme image. J'imagine mon père à qui tu as probablement fait préparer une belle tourtière, d'y voir la face en train de manger la tourtière, puis lui de regarder tes parents. Ah, ça vient de vous, ça. Oui, c'est ça, mais ça, tellement. Ben oui, tout est dans tout, hein? Tout est interrelié, en fait. Tellement. Ah, que c'est le fun. J'aime Hey, ça. là, faut-tu tout C'est-tu- passer tes Non, questions? on peut pas. Il y en a trop. Il nous reste du temps. On a du temps, on a du temps. Tu aurais fait quoi en deuxième choix si tu ne faisais pas le travail actuel? Mhm. Ah, moi, je pense, j'adore les animaux. Je me serais vue. Moi, j'ai voulu être plein d'affaires dans ma vie, là, vétérinaire. J'aurais voulu être avocate plus jeune parce que je voulais défendre des causes. J'ai voulu être psychologue parce que je voulais aider le monde. Puis en fait, je me rends compte que je fais le plus beau métier du monde parce que je peux tout faire ça dans ce métier-là à travers des rôles, mais à travers différentes fonctions aussi. Parce que quand tu es porte-parole, puis quand tu fais tes visites dans les écoles, bon, on parle de tels jeunes, Ouais. tu as un petit peu d'écoute active du psy là, que ça prend pour faire Oui, ça. Là. puis moi, lui-même me fascine. Fait que je pense, oui, je me serais vraiment vue psychologue dans ma vie, je pense. Ça sous-entend quelque chose, c'est prendre soin. Oui, ça, c'est ça, clair. Ben oui, j'ai ça. Mais ma mère avait ça. Mon père aussi. Mais moi, je viens d'une famille du côté de ma mère parce que je les ai plus côtoyés. Mon autre partie est en Italie encore. Mais tous ces gens-là, tu sais, une famille italienne, là, je veux dire, c'est de rassembler, c'est la bienveillance, c'est l'opulence de la bouffe, puis tout le monde mange, puis on en donne, puis on partage, puis tout le côté de ma mère, tu sais, moi, mes tantes, ma mère a 3 sœurs. Puis ça aussi, tu sais, d'ailleurs, j'ai sorti un livre de recettes où je raconte un peu l'histoire de ma famille, tu sais, puis quand tu regardes ça, il y a eu tellement et il y a encore tellement de bienveillance dans ma famille. On vient de ça, on vient de cette fibre-là. Ça a été des femmes qui, moi j'ai toujours dit, mes tantes, ma mère, ça a été des survivantes. Elles ont eu une enfance très difficile, perdu leur mère très, très jeune. Et la vie, et ça va aussi dans les choix, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, ultimement, on va faire du bon avec ça. Il faut faire du bien avec ça. Tu sais, c'est là où tu choisis aussi. Tu fais quoi avec tes déceptions, avec tes peines, avec tes traumatismes, avec tes souffrances, avec tes deuils, avec ton enfance, avec les blessures. Faut essayer de faire quelque chose de bon avec ça. Tu sais, faire du bien, faire du bon à travers ça. C'est ça qu'il faut réaliser. Ben oui. Il faut réussir à faire ça ou il faut travailler vers ça. Pour reciter Viktor Frankl, que je citais en début d'émission, lui avait dit que l'on pouvait survivre à toutes les souffrances pourvu qu'on y trouvait un sens. Ah, c'est ça. C'est tellement ça. Puis lui, il a survécu au camp de la mort. Là. Viktor Frankl, c'est un psychiatre qui était interné dans les camps nazis
la Deuxième Guerre mondiale et il s'en est sorti vivant alors qu'il avait perdu la quasi-totalité de toute sa famille. Donc, tu dois connaître Elie Wiesel aussi. Ben oui. Qui faisait des conférences à travers le monde sur le mal, les gens du mal. La Shoah. Écoute, c'est un homme extraordinaire aussi. Oui, ces grandes personnes qui ont survécu à des atrocités et qui continuent de vivre et de sourire à la vie, quelle belle leçon de vie. Vraiment. Puis c'est de ces gens-là qu'il faut s'inspirer. C'est à ça qu'on sert. Ça sert à ça, être un être humain. Puis mettre la lumière sur eux. Oui, absolument. Coudon. Le bonheur, c'est quoi? C'est quoi le bonheur pour toi? Le bonheur, c'est d'être ici, d'avoir passé cette journée-là avec toi. Jean-Marie, on est allés manger ensemble avant. Nous, on se connaît quand même depuis longtemps. Mais c'est ça. Le bonheur, c'est ici, maintenant. C'est ça, le bonheur. OK, mais pour même moi, quand... c'est ici, maintenant. C'est d'être dans le moment présent de la vie. OK, même si, mettons, tu m'as montré, tu as une nouvelle voiture, tu pognes un nid de poule, tu as une crevaison. Ici, maintenant, tu as une crevaison. C'est le bonheur, ça? Ben oui, je suis en crise, excusez. On peut-tu dire ça? C'est sûr qu'on n'est pas content. Mais en même temps, je me dis toujours, OK, tout ça, là, c'est quand même relatif à... Il y a quand même pire que ça dans la vie. Mm-hmm. Tu comprends? Moi, j'ai un oncle qui est en fin de vie. J'ai perdu une tante le 26 décembre au matin. Il y a des gens en ce moment, je me dis toujours ça, il y a des gens en ce moment, là, qui sont dans des lits d'hôpital, qui se battent pour leur vie, qui donneraient tout ce qu'ils ont pour guérir. Peu importe, tu sais, je veux dire, surtout ça, la maladie, on n'a tellement pas de contrôle là-dessus, à quelque part. J'essaye. Je dis bien j'essaye, je réussis pas tellement tout le temps, je dirais, mais de toujours me dire par rapport aux épreuves ou les situations dans lesquelles je me trouve, il y a pire que moi. Il y a mieux que moi, puis il y a pire que moi. Hein? On est toujours le pauvre de quelqu'un ou le riche de quelqu'un d'autre. Faut jamais l'oublier, là. Tu sais, tout ça est relatif en même temps. Mais là, tout ce que je te dis, c'est des discours ou c'est des discours que j'ai avec moi-même à tous les jours. Puis le bonheur, je pense que c'est quelque chose, si on revient à notre question, c'est aussi quelque chose qu'on choisit à tous les jours. Aussi. Hein? On n'oublie pas qu'il y a des épreuves qu'on n'a pas vues venir, puis qu'on aurait pu s'en passer, puis qu'il y a des gens qui vivent des choses extrêmement graves, dramatiques, traumatisantes. Ça, on le reconnaît. Là. On n'oublie pas ça. Là. Je vois pas la vie en rose. Là. Mais je pense que le bonheur, c'est aussi quelque chose qu'on choisit. Puis la vie, c'est des choix. Je pense qu'on a des choix à faire à tous les jours. À tous les niveaux. Tu sais, choisir, oui, le travail qu'on a envie de faire. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, là, t'es-tu heureux? Que ce soit de travailler dans une usine, que ce soit d'être éboueur, que ce soit d'être une infirmière, que ce soit d'être un avocat, un artiste, un peintre, peu importe, es-tu heureux? Parce que c'est quand même majeur, là, on va quand même faire ça, le 3/4 de notre vie est voué à notre travail. Donc, il y a des choix comme ça à faire, tu sais. On a des choix à faire dans l'entourage, les gens qui nous entourent. On devrait essayer, encore là, je me dis ça, je me répète ça là, en le disant, choisir des gens qui vont nous amener plus loin dans notre vie, qui vont faire en sorte d'influencer le meilleur de ce qu'on peut être. C'est ça qu'on devrait... Bon, c'est facile à dire, là, hein? Mais tu sais, ça va dans nos conjoints, ça va dans nos amitiés, ça va dans notre job, ça va dans les rapports, tous les rapports qu'on a dans notre vie. Il y a une grande partie, on a une job de choisir aussi. Puis de choisir notre façon de réagir face à ce qui nous arrive. Ça, c'est une grande liberté qu'on a. Parce que si tu reviens à l'exemple de la crevaison, on saute pas de joie, mais tu peux te dire, oh, moi, je suis chanceuse, j'ai une voiture, je suis pas dans la rue, je suis pas à pied, et tu peux le prendre des fois comme une bénédiction, mais mettons, si tu n'avais pas eu ta crevaison, il y aurait peut-être eu un accident à 8 coins de rue plus loin, puis tu aurais peut-être été impliqué. Donc, on ne sait pas comment, ce qui nous pend au bout du nez, alors quelque part, il y a aussi notre attitude face à ce qui nous arrive. Absolument. J'ai l'impression que tu es assez présente dans ta vie. J'essaye de l'être. T'es pas trop victime de toi-même. Non, j'essaye de l'être, en tout cas. Mais on le réussit pas tout le temps. On est des êtres humains, hein? Fait qu'on n'est pas... On l'essaye. On l'essaye. Fait ce qu'on peut. Alors, toujours dans la portion de l'entrevue où là, je fais piger notre belle Marina dans un sac. En fait, c'est pas un sac, c'est du tuc. Je fais poser ses propres questions au hasard. Le plus beau jour de ta vie a été quoi quand j'ai accouché de mon fils? C'est sûr. Attends. Non, mais c'est sûr. Ça fait mal pareil. Ça a fait mal, mais ça, c'est un mal qui fait que c'est fou quand même. 5 minutes après, tu l'oublies, là. C'est vrai que tu l'oublies. Mais... Peux-tu me décrire la sensation? Quand mon fils est né,
Écoute, je vais te dire quelque chose. Je pense que j'ai pas dit ça souvent dans ma vie, mais ce qui me vient spontanément, c'est que le jour où mon fils est né et que je l'ai pris dans mes bras, j'ai réalisé à quel point j'avais été aimée dans ma vie. Et puis tu peux avoir l'effet inverse aussi, à quel point tu n'as pas été assez aimé. Parce que moi, quand j'ai tenu mon fils dans mes bras la première fois, le sentiment d'amour qui m'a envahi le corps, le cœur, en plus, je l'avais porté pendant 9 mois, alors on a une relation très... ça peut pas être plus fusionnel que ça. Mais le sentiment de bien-être, de joie et surtout d'amour, c'est vraiment un état d'amour qui t'envahit complètement. Ça a été mon expérience. Et je me suis rendu compte comment j'avais été aimée dans ma vie. C'est quoi le lien? Par rapport à l'amour que moi, je ressentais, j'ai pensé à ma mère qui, elle m'a portée, elle m'a accouchée, elle m'a donné la vie, elle m'a fait naître. J'ai toujours senti l'amour de ma mère. J'ai eu cette chance-là dans ma vie. Je sais que c'est pas tout le monde qui ont ça ou qui ont eu ça dans leur vie. Mais moi, ça m'a ramené à ma mère. Ça m'a ramené à l'amour que moi, j'ai eu d'une mère en devenant mère. Ce que tu as ressenti envers Thomas, tu t'es dit, ma mère a ressenti ça pour moi. Ben, je sais que ma mère, elle m'a aimé, là. Elle m'a aimé toute ma vie. Mais là, tu l'as senti dans ton corps. Mais là, ça a été multiplié par 1 million, tu comprends? Ça s'explique pas. Ça s'explique pas. C'est quelque chose que tu vis intérieurement. Puis je pense qu'on pourrait faire un parallèle, là, devenir parent, là, pour un père, évidemment, aussi, mais souvent, il y a des jeunes papas autour de moi, tu n'as jamais ressenti un sentiment d'amour aussi grand? Non. Avec aucun conjointe qui accote personne. Puis cet amour inconditionnel là, dont on parle souvent, là, ben, je pense que juste auprès de tes enfants que tu peux vivre ça comme parent. Ouais. Oui, le lien à la mère, mais le père aussi, c'est son enfant. Il a fait cet enfant-là avec cette femme-là. Il n'y a rien comme ça. Puis tant que tu n'as pas d'enfant dans ta vie, je pense que c'est quelque chose que tu peux pas comprendre. Il faut le vivre à quelque part. Je pense qu'on peut le vivre par procuration en devenant peut-être des parents adoptifs. Je pense que ce sentiment-là peut exister aussi envers un enfant. Mais moi, ça a vraiment été ça. Ça a été la naissance de mon fils. C'est quand même incroyable de penser que tu fabriques un être humain dans ton ventre. Pense-y 2 minutes, là. C'est fou, là. Et que tu vas aimer inconditionnellement dès que tu le vois. Tu l'as pris dans tes bras puis tu as eu une décharge d'amour. Puis ils peuvent te dire les pires vacheries, te faire les pires affaires. Puis c'est vrai que c'est un amour qui s'éteint pas. Ben écoute, on a vu des femmes déchirées de voir leur fils commettre des meurtres, aller en prison, se faire exécuter, et la mère souffre, mais elle aime son fils inconditionnellement. Une chance. Wow. Une chance. C'est fort, l'amour. C'est puissant, c'est très puissant. Que c'est beau de t'entendre. Tu sais que ça fait 52 minutes qu'on jase. Je sais, mais là, on défonce-tu? On nous a dit, faut pas dépasser 58. OK, fait qu'il nous reste comme 5 minutes. OK, on se dépêche. Une autre question. Ouais. Quelle a été la plus grande déception de ta vie? Sérieux, là? T'es pas obligé de répondre. Je dirais que c'est quand je me suis séparée du père de mon fils. On en a parlé ensemble ce midi, en fait, quand on mangeait. Le pire, c'est quand on s'est parlé tantôt, je savais qu'il y avait le genre de réponse à mes questions que j'avais dans un sac, mais je me dis, il y a une trentaine de questions, ça se peut que tu tombes pas dessus. Ben oui, mais tu m'avais dit la peine que tu avais eue quand vous vous êtes séparés. Puis ça fait longtemps, là, ça fait comme 15 ans. Là. Puis, mais oui, dans ma vie, je dirais que ça a été une des plus grandes peines de ma vie de me séparer. Pour moi, c'était... Oui, je perdais un amoureux, mais je brisais ma famille aussi. C'est ma famille qui se brisait. Et ça, pour moi, c'était majeur là, dans ma vie. En fait, qu'elle se brisait concrètement par rapport à la vie quotidienne. Mais ce qu'on s'est toujours dit, Serge et moi, puis on l'a toujours dit à notre fils, puis on a été assez conséquents là-dedans parce qu'on est encore très proches, son père et moi, Dieu merci, mais c'est qu'on sera toujours une famille, nous trois. Il n'y a jamais rien qui va briser ça. On sera pour l'éternité une famille. Ouais. C'est juste que elle va se vivre autrement, tu sais. Mais cette famille-là ne se brisera jamais. T'sais. Et de s'ouvrir à cette nouvelle forme de famille, c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est la rédemption. C'est ce qui va te rendre un peu plus heureuse. Parce que si tu restes attaché à l'ancien noyau familial tel qu'il l'était, alors qu'il ne l'est plus, là, on continue de souffrir. Oui, absolument. C'est de redéfinir ça. Je dirais qu'au départ, puis il n'y a pas juste ça, là, mais au départ, tu le fais pour ton enfant, dans le sens que moi, j'ai vu que mon fils a tellement souffert de cette séparation-là. Puis ultimement, tu fais garde, on va être les 2 parents pour l'éternité de cet enfant-là.
essayons de rendre ça le plus doux possible. Lui, il l'a pas choisi. Là. Nous autres, on le décide. Là. Et encore là, des fois, tu te dis, ouais, je l'ai pas vraiment choisi. Là. Ça me tentait pas, je l'ai pas vu venir vraiment. Là, mais rendre ça le plus doux possible. Donc, on continue d'être des bons parents, même si on n'est plus des amoureux. Ah, exactement. C'est pas évident. Puis ça prend de la maturité. Puis là aussi, ça prend de l'amour, puis de la résilience, puis de l'ouverture. Puis c'est pas évident. Il y a des gens qui nous écoutent qui vivent peut-être une séparation. Ouais. Alors, comment Marina reconstruit, guérit son cœur après une séparation? Ah, mon Dieu. Puis quand tu as des enfants aussi, c'est que tu te dis, OK, mon fils va être dans ma vie 1 semaine sur 2. Là. Mm-hmm. Il y a comme la prochaine moitié de toute sa vie qui ne m'appartiendra pas. Il y a comme 2 vies. Ouais. Il y a une vie chez son père, il y a une vie chez sa mère. Ça a été très douloureux pour moi. Puis après ça, il y a quelqu'un qui est rentré dans sa vie aussi, une autre femme qui est rentrée dans sa vie. Et ça aussi, c'est une autre affaire. Mon fils, il avait 4 ans et demi. Il était jeune, là. Puis après ça, tu vois, je me dis, mes anges m'ont comme conseillé, je le pense sincèrement. Puis je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Puis je me suis dit, je veux que le plus grand nombre de personnes aiment mon fils. Ah, que c'est beau, ça. Puis c'est ça qui m'a aidé, je te le jure, de penser que cette femme-là pouvait aimer mon fils. Mm-hmm. Puis c'est ça que je voulais, dans le fond, qu'il soit aimé le plus possible. Puis c'est ça qui m'a un peu rassurée, qui m'a consolée. Par d'autres femmes, d'autres personnes qui vont continuer de prendre soin de Thomas, même si toi, t'es pas là, et que t'es pas dans l'équation. Oui, puis pantoute, là, tu sais, en tout cas, 1 semaine sur 2. Écoute, on arrive à la fin de l'émission. J'aurais pris plusieurs heures avec toi, mais comme je suis chanceux d'être ami avec toi, ça se peut qu'on poursuive éventuellement. Mais la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est, je veux que tu complètes la phrase. Ça commence par Marina Orsini, c'est 3 petits points. Comment tu complètes ça? C'est une fille, c'est une femme qui apprécie beaucoup le parcours de sa vie. C'est... moi, j'ai un sentiment de gratitude à chaque jour de ma vie par rapport à la vie que j'ai. Les privilèges que j'ai eus tout au long de ma vie. Les gens qui m'entourent, l'amour qu'il y a autour de moi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je pense que c'est quelqu'un qui est rempli de gratitude. Ouais. Wow. Ouais. C'était tellement délicieux passer ce temps-là. Je suis tellement fière de toi, là. T'es trop bon, là. Ben... Les autres sont chanceux, là. Je les envie, là. Ils vont venir tous les autres, là. Ah, t'es un amour. Merci. Hey, merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Merci à mon agente Marie-Philippe Lemarbre, parce que c'est son concept. On a développé ce concept-là de l'émission Porte-Parole ensemble. Qui te va merveilleusement bien, by the way. Ah, merci. Ouais. Alors, merci à Marie-Philippe Lemarbre et Jean-Marie Lapointe, co-concepteurs. Merci au directeur de notre radio, Philippe Lapointe. Merci à Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion. Merci à Mathieu Tessier, qui est responsable de la mise en onde, et à Gerly Ormelet pour les réseaux sociaux. Ici Jean-Marie Lapointe, et on se dit à bientôt pour une autre émission de Porte-Parole.